Bonjour à tous, capsule juridique numéro 225 du 17 octobre 2024. Je vais vous parler aujourd'hui de l'Australie et du Canada. En Australie, après que des scientifiques du monde entier, parmi lesquels des généticiens, immunologues, cancérologues, etc., ont envoyé une lettre au Premier ministre pour attirer son attention sur l'inefficacité, mais aussi sur la dangerosité des injections Covid, une motion a été présentée par un conseil local dans la ville de Port Hedland, en Australie occidentale. Je mets un lien vers cette lettre datant du 25 septembre dernier sur le site de l'initiateur de cette démarche. La lettre fait une page, elle est suivie par 2 pages contenant uniquement les noms, titres et compétences des signataires. Parmi les signataires, on trouve notamment quelques noms très connus qui se sont bien fait entendre depuis 4 ans. Sukarit Bagdi, Biram Bridle, Nicole Delépine, Alexandra Orion-Code, Tess Lowry, etc. et d'autres dont je ne connais pas les noms. Les pages suivantes synthétisent l'état de la science à propos des conséquences des injections au niveau génétique. Donc on a d'abord la lettre, puis la liste des signataires et ensuite les données scientifiques. Une vidéo de 20 minutes environ est publiée sur Twitter, notamment accompagnée d'un texte dont je vous donne lecture d'un extrait. Je cite. Une nouvelle motion présentée par le Conseil de Port Hedland en Australie occidentale obtient un vote majoritaire de 5 contre 2 pour demander une suspension immédiate des produits Pfizer et Moderna Covid-19. Voici quelques points importants de la motion qui a été adoptée à la majorité. Alors là, il y a une liste à plus avec les points en question. Les 537 conseils locaux d'Australie seront informés qu'ils ont demandé la suspension immédiate du vaccin à ARN messager contre le Covid en fournissant également les preuves et les recherches sur la contamination de l'ADN. Le Conseil doit remettre immédiatement au Premier ministre la lettre figurant à l'annexe 1. Le Conseil, donc toujours celui de la ville en question, diffuse immédiatement à tous les praticiens de santé agréés et à toutes les cliniques médicales opérant dans la zone du gouvernement local de Port Hedland. Les conseils diffuseront les résultats à tous les autres conseils et comtés des collectivités locales australiennes, informant donc tous ces conseils et comtés des conclusions et du vote. Le Conseil exhorte fortement les praticiens à partager ces informations avec les patients qui envisagent de recevoir un vaccin à ARN messager Pfizer ou Moderna. Le PDG et ses délégués contractent le ministre de la Santé et des Soins aux personnes âgées du Commonwealth, Mark Butler, pour lui présenter l'ordre du jour de la réunion spéciale qui s'est tenue. Le Conseil demande une réponse officielle et publique du ministre de la Santé, Butler, au niveau fédéral. Je cite toujours l'article, les preuves montrent que les niveaux de contamination de l'ADN synthétique sont jusqu'à 145 fois plus élevés que les limites de sécurité fixées par la réglementation australienne. Pour ceux qui ne connaissent pas les limites de sécurité de la réglementation australienne, il y a une raison à cela. Il a été démontré que l'ADN synthétique s'intègre dans les cellules humaines, ce qui entraîne des risques potentiels à long terme pour la santé, comme l'instabilité génomique du cancer, les thromboses vasculaires, la coagulation sanguine, etc., ainsi que des perturbations du système immunitaire. Ces résultats sont alarmants, mais ils sont loin d'être isolés. Des études indépendantes menées au Canada, en Allemagne et aux États-Unis ont toutes confirmé des niveaux de contamination similaires. Des experts internationaux, dont certains des plus grands oncologues, généticiens, virologues, immunologistes, microbiologistes et biochimistes du monde, ont uni leurs forces pour alerter les gouvernements du monde entier, y compris le nôtre, donc on est toujours à Port Hedland, des dangers que représentent ces contaminants. C'est pourquoi l'honorable député Russell Broadbent, député fédéral de la ville de Monash, a écrit plusieurs lettres au Premier ministre pour lui demander une enquête immédiate et la suspension de ces vaccins. Pourtant, la réponse de notre gouvernement fédéral n'a été que le silence. Pas un mot du Premier ministre, pas un mot du ministre de la Santé, malgré la réception de preuves scientifiques claires selon lesquelles des millions d'Australiens pourraient être en danger, y compris ces personnes ici même à Port Hedland qui ont été forcées de prendre des injections expérimentales. Fin de citation. Alors désolé, la lecture était un peu longue, mais c'est important puisque le conseil de cette ville qui a voté a donc prévu, je vous l'ai dit, d'informer immédiatement les 537 conseils locaux d'Australie et donc d'interpeller officiellement le ministre de la Santé. La vidéo qui est publiée est intéressante, je vous donne le lien sous ma capsule également. Le timecode en est donné dans le même post avec les votes intervenus. Et je mets aussi une vidéo commentant cette initiative sur la chaîne du Dr John Campbell. Donc on voit que l'initiative part donc d'un niveau local et tente d'une part d'informer de manière très large tous les comtés locaux pour essayer de faire suspendre immédiatement toutes ces vaccinations, mais également d'obtenir une réaction officielle du gouvernement fédéral, Premier ministre et
ministre de la Santé en tête. Au Canada à présent, et plus précisément dans la province de l'Alberta, une class action a été lancée par différents plaignants suite à de très graves effets secondaires des injections Covid. La plainte est à la fois dirigée contre le gouvernement fédéral et contre le gouvernement provincial de l'Alberta. L'affaire est notamment commentée sur la chaîne Rumble du média Rebel News. La victime qui mène cette action au départ est une femme nommée Kerry Sakamoto, qui sollicite pour la réparation de son propre préjudice une somme de 10,5 millions de dollars canadiens. Ensuite, la plainte semble avoir déjà été transformée en recours collectif, donc une class action, ce qui permet à d'autres victimes de s'y joindre. Les plaignants sont assistés des avocats Jeffrey Rath, RATH, et Eva Shipyuk. La plainte soutient, comme le précise l'article, que le gouvernement a, je cite, intentionnellement dissimulé des informations cruciales sur les vaccins avant de les rendre obligatoires. L'avocat Jeffrey Rath souligne que l'affaire remet en cause l'hypothèse générale selon laquelle les vaccins sont sûrs et efficaces et que l'objet du procès serait de rendre publiques les preuves de ce que ce n'était pas le cas. Fin de citation. Et l'article du média Rebel News termine sur les mots suivants, je cite à nouveau, « Ce procès est plus qu'une simple bataille juridique, c'est un appel urgent à la responsabilité et un précédent potentiel pour les futures réponses de santé publique. Au fur et à mesure que l'action en justice progresse, sera-t-elle le seul espoir des Canadiens de voir le gouvernement assumer la responsabilité des dommages généralisés causés par la mise en place de ces vaccins ?» Et fin de citation. Quant à la plainte elle-même, elle fait 40 pages, rien que pour Madame Sakamoto, la victime donc principale, et je vous en lis quelques extraits. Je cite. « Santé Canada a approuvé par négligence les vaccins contre la Covid dans le cadre d'une procédure accélérée qui a permis aux fabricants de demander une autorisation de vente et la distribution sans l'achèvement de toutes les études de sécurité. » Un peu plus loin. Les défendeurs, gouvernement fédéral et provincial, savaient ou auraient dû savoir que les vaccins n'étaient ni sûrs ni efficaces. Les défendeurs avaient connaissance de rapports faisant état de blessures et de préjudices causés par les vaccins et ont eu accès aux informations des fabricants indiquant que les vaccins n'étaient pas garantis quant à leur sécurité. Pourtant, les défendeurs, donc les deux gouvernements, provincial et fédéral, n'ont jamais communiqué ces informations au grand public ni aux médecins et des informations ont été censurées et supprimées quant aux effets indésirables. Les gouvernements ont continué à commercialiser, à promouvoir et à distribuer les vaccins Covid en tant que vaccins, entre guillemets, sûrs et efficaces. Ils ont contraint et incité le public à prendre les vaccins alors qu'en retenant délibérément des informations de sécurité pertinentes sur ceux-ci, ils ont entravé la capacité du public à exercer son droit au consentement complet et éclairé à l'égard de ce traitement médical. Un peu plus loin. Les défendeurs savaient ou auraient dû savoir que les vaccins Covid causeraient un préjudice au public et ont comploté pour commettre des coups et blessures sans prendre les mesures adéquates visant à prévenir tout préjudice au public, notamment à la plaignante. La plaignante allègue que les défendeurs ont agi avec négligence et ont violé leurs devoirs. Un peu plus loin dans la plainte. Les défendeurs, individuellement et collectivement, ont rassuré le public en affirmant que l'ARN messager, la molécule qui fournit aux cellules les instructions pour la fabrication des protéines, ne pénètre jamais dans la partie centrale de la cellule où se trouve notre ADN. Dès octobre 2020, une étude indiquait que le pic d'ARN messager peut interagir avec les protéines suppressives des tumeurs dans le corps, ce qui suggère la possibilité d'une augmentation des cancers et de la résurgence de cancers agressifs chez les personnes ayant reçu les vaccins ARN messager contre le Covid. Dès 2022, des recherches ont découvert que la présence de la protéine spike de l'ARN messager dans le noyau de la cellule avec une production accrue de l'enzyme transcriptase inverse facilitait la conversion de l'ARN messager en ADN. Un peu plus loin dans la plainte, le 23 février 2024, l'étude mondiale la plus complète analysant les dossiers de vaccination de plus de 99 millions de personnes ayant reçu le vaccin Covid a été publiée. L'étude a identifié des augmentations significatives de l'apparition de troubles neurologiques, sanguins et cardiaques. Les éléments suivants ont été observés de façon non limitative. Myocardite, donc inflammation du muscle cardiaque, syndrome de Guillain-Barré, une maladie neurologique invalidante, myélite transverse, qui est une inflammation de la moelle épinière, encéphalomyélite aiguë disséminée, qui est une inflammation et un gonflement du cerveau et de la moelle épinière, une péricardite, inflammation de la paroi entourant le cœur, et thrombose des sinus véno-cérébraux, qui est une forme rare d'accident vasculaire cérébral. Fin de citation de la plainte. Alors j'interromps un instant ma synthèse de cette plainte pour rappeler que dès octobre 2020, c'est-à-dire donc 2 mois avant le début des injections, était déjà publié sur le site de la FDA un document vers lequel je renvoie systématiquement tous mes interlocuteurs quand j'essaye d'attirer leur attention sur la dangerosité de ces injections.
Je vais donc en rappeler un petit peu l'existence ici, parce que ça me paraît fondamental. Et j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans d'autres capsules. Il s'agit d'un document du 22 octobre 2020 dont le titre est, je cite, « Comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques, présentation de la réunion du 22 octobre 2020 ». Je mets sous ma capsule le lien direct vers le document et vous verrez que ce lien est bien un lien du site de la FDA. C'est donc, je le répète parce que c'est important, un document d'octobre 2020. Les injections à ce moment-là n'ont pas encore commencé à travers le monde dans le grand public. Et sur base des études que je mets entre guillemets réalisées, on est déjà en mesure de mettre en évidence une série d'effets secondaires que je vais vous relire. J'en ai déjà parlé, mais je vais vous les lire à nouveau. Je cite. C'est traduit en français, mais c'est évidemment à partir de la liste que je vais vous afficher dans la capsule. Syndrome de Guillain-Barré, encéphalomyélite aiguë disséminée, myélite transverse, encéphalite, myélite, encéphalomyélite, méningo-encéphalite, méningite, encéphalopathie, convulsions, crise d'épilepsie, accident vasculaire cérébral, narcolepsie, cataplexie, anaphylaxie, infarctus aigu du myocarde, myocardite, péricardite, maladie auto-immune, décès, difficultés dans la grossesse et l'accouchement, autres maladies démyélinisantes aiguës, réaction allergique non anaphylactique, thrombocytopénie, coagulation intravasculaire disséminée, thromboembolie veineuse, arthrite et arthralgie, douleur articulaire, maladie de Kawasaki, syndrome inflammatoire multisystémique chez l'enfant. Alors là, j'ajoute pour ma part que courant 2021 ou début 2022, je ne sais plus, on a vu arriver soudain des lanceurs d'alerte du domaine médical qui parlaient d'un mystérieux mal causant justement une inflammation multisystémique chez les enfants, sur un ton très alarmant, etc., mais pour lesquels, évidemment, les autorités ne faisaient pas de lien direct avec les injections. Et puis soudain, ces communications ont cessé de manière assez brutale. Donc j'en ai encore quelques traces dans mon disque dur. Ça s'est arrêté, mais ça pourrait faire référence à cet effet secondaire-là. Donc syndrome inflammatoire multisystémique chez l'enfant. Et dernière de la liste, maladie favorisée par le vaccin. Quand j'ai commencé à montrer ça à mes contacts en 2020, j'ai eu, tout comme vous évidemment, deux types de réactions. D'abord le classique « ouais mais bon, tu sais bien que les notices des médicaments énumèrent toujours tout un tas de problèmes, les fabricants se couvrent, etc. » Ou bien le refus total de voir en me traitant de complotiste avec ou sans les injures plus ou moins agressives. Je rappelle que depuis des décennies, les firmes pharmaceutiques ont été condamnées à des milliards de dollars d'amende, sans parler évidemment des dommages et intérêts aux victimes, pour des faits d'essais illégaux, de charlatanisme, d'atteintes graves diverses aux droits des patients, etc. Et je pourrais faire un épisode complet d'ailleurs rien que sur ce sujet-là. Je le ferai un jour si j'ai le temps parce que ça demande des recherches. Et donc lorsqu'on me demandait en 2021 pourquoi je refusais de m'injecter ces produits, la réponse, tout comme vous sans doute, se trouvait dans, d'une part, la façon de communiquer des pouvoirs publics depuis mars 2020, et je vous invite à réécouter à ce niveau l'interview que j'ai accordée aux médias BAM en février 2024, où je parle justement de ce qui a attiré mon attention dès le début. Je me référais également aux antécédents judiciaires de ces sociétés, à la rapidité avec laquelle ces prétendus vaccins étaient mis sur le marché, à la balance bénéfice-risque par rapport à la gravité de la maladie dont on nous parlait 24 heures sur 24, sans par contre jamais aborder les méthodes les plus classiques de renforcement de l'immunité. Pourquoi les chaînes de télévision ne parlaient-elles pas de vitamine D, de zinc, etc. Donc quand j'ai demandé dans ma famille, pas ma famille proche ici, mais ma famille... parents, sœurs, etc., qui vivent pas près de chez moi. Mais pourquoi est-ce que vous croyez qu'on n'a jamais entendu à la télé des conseils de bon sens sur la façon de booster votre immunité? Et on m'a répondu, ouais, mais c'est pas leur rôle, de toute façon, ils sont trop proches des sociétés pharmaceutiques. Je dis, ben oui, c'est exactement ce que je suis en train d'essayer de vous démontrer. S'ils sont trop proches des sociétés pharmaceutiques, pourquoi est-ce que vous croyez que les informations qu'on vous donne nuit et jour sur ces injections sont fiables? Mais en fait, ça suffisait pas. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait un minimum de conscience de ce qu'il y avait une promiscuité trop importante entre les médias et certains intérêts, on va dire, financiers, mais ça suffit pas à faire réfléchir. Voilà. Et donc, dernier élément qui avait fondé ma décision en 2021, c'est évidemment ce document dont je viens de vous citer une page avec la liste des effets secondaires qui étaient donc déjà connus avant le début des injections. Alors, revenons à présent à notre classe action canadienne, et désolé pour ce détour, mais ça me paraissait utile. La principale plaignante, donc Madame Sakamoto, est âgée de 47 ans.
se portait à merveille sans le moindre problème de santé avant les injections. Après l'injection, elle a failli mourir, elle a subi des symptômes d'AVC, elle a perdu sa capacité à marcher, à mâcher de la nourriture, à parler et à se concentrer. Elle a été hospitalisée pendant une vingtaine de jours et doit à présent tout réapprendre. Affaire à suivre donc, et je vais suivre cela de très très près. Je vous invite notamment à vous abonner au site et à la chaîne de Rebel News, parce que j'imagine qu'ils vont être sur cette affaire également pour voir l'évolution. Pour terminer, une petite citation, je cite « La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans les murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader, un système d'esclavage où grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. » Fin de citation, et c'est une citation de Aldous Huxley. Et nos chers dirigeants ont compris cela depuis très 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 longtemps. À très bientôt, au revoir, tenez bon.